Oh, a very good afternoon, good morning. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue de- à cet événement pour le 50e anniversaire, un événement pour l'Afrique. Bon, on n'a pas choisi ces conditions-là, mais quand même, on a pu organiser cet événement. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour pouvoir célébrer avec nous. Et encore une fois, merci d'être avec nous. Je m'appelle Viviane Akos, je suis spécialiste en communication pour le CIP et je siège à Nairobi, au Kenya. Ces 50 dernières années, les découvertes, les technologies, les innovations, les impacts de CIP amélioré la vie des millions de foyers. Le CIP, avec les partenaires, ont atteint énormément de foyers en Afrique. Nous avons contribué à la diversité du régime alimentaire, à la résilience climatique et à des moyens de subsistance inclusifs. La Fondation SOIR a récemment estimé que pour chaque 10 dollars investis, on a eu un très bon retour. Donc, ce 50e anniversaire est une opportunité pour mobiliser nos parties prenantes, le personnel, comme vous pouvez le voir dans la petite fenêtre de chat, les partenaires aussi pour souligner le potentiel de notre recherche collective. Et le CGIAR célèbre, fête aussi son 50e anniversaire. Donc, c'est une célébration double, on va dire. Donc, cet événement, ce 50e anniversaire, va créer un espace de débat. Nous allons aborder avec nos partenaires essentiels le rôle à venir de notre science. Alors, si vous voulez bien vous présenter pour savoir qui s'est joint à nous ce matin, non, on peut comme si établir des liens, faire des amis. Nous voudrions aussi recevoir vos commentaires, vos retours, vos questions. Donc, il y a une petite fenêtre de questions et réponses. Vous pouvez y participer aussi. Vous pouvez participer avec nous. Vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux, utiliser le hashtag CIP 50e. Pour cet événement, on va avoir la participation des intervenants clés. Nous allons après avoir une séance de questions-réponses et puis nous aurons avoir le point de vue des donateurs aussi. C'est un programme très, très intéressant et nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin. Alors, nous allons voir des exemples de l'innovation sur le terrain du CIP. Nous allons aussi souligner les réussites atteintes dans nos pays. Donc, encore une fois, soyez les bienvenus. Alors, au Malawi, on a développé des technologies améliorées pour la pomme de terre, la patate douce, et nous menons cette technologie à des familles d'agriculteurs. Nous avons atteint 300 000 foyers avec cette technologie-là. Nous sommes très fiers de voir que la mise en place de la recherche, des innovations, c'est ce qui nous inspire, et aussi pouvoir impliquer les femmes. Parce que maintenant, elles peuvent payer les frais de scolarité, les uniformes, les coûts en termes de prise en charge sanitaire. Quand vous voyez la transformation d'une situation où il n'y avait pas matériel de plantation dans le pays vers une situation où maintenant on peut justement fournir des cultures à tous les pays, c'est quelque chose qui nous fait très plaisir. Merci beaucoup pour cette petite vidéo. Je sais pour souligner quelques-unes de nos activités, des activités qu'on a pu adapter au Malawi avec nos partenaires. Donc maintenant, comme on l'a dit, nous voudrions savoir qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on a préparé un petit sondage et nous attendons vos réponses. Alors, nos questions sont, quel genre, vous travaillez pour quel genre d'organisation? Vous en choisissez une. C'est un institut de recherche avancé, gouvernement, donateur, ONG, entreprise, l'académie ou le CGIAR. Antonella, tu peux nous dire où on en est au niveau du sondage? Je vois qu'il y a 197 participants. C'est super. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez bien répondre au sondage. Alors, merci de nous avoir rejoints aussi. Irish Aid, merci à vous tous. Nous sommes en train de répondre au sondage. Sommes-nous prêts, Antonella? D'accord. Alors, voilà donc le résumé. Et nous pouvons voir que la plupart d'entre vous travaillent pour le CGIAR, c'est super. Puis nous avons la participation de quelques personnes d'instituts de recherche avancée, des ONG aussi, puis le gouvernement, des donateurs.
nous pouvons voir aussi des gens de l'académie, comme vous pouvez voir sur l'écran. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage et nous pouvons continuer donc, si vous nous le permettez. Alors, la prochaine séance, c'est où on va écouter nos intervenants. On a un de nos collaborateurs de longue date, Dr Makumba, qui est le directeur du département de recherche agricole au nom du ministère de l'Agriculture au Malawi. Donc, ils ont plusieurs bureaux très stratégiquement situés au Malawi. Il est responsable justement de l'adoption des variétés améliorées. Dr Makumba a travaillé en tant que coordinateur national et aussi elle était le directeur aussi pour les bureaux de recherche. Il a un diplôme de l'Université de Malawi. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup, Viviane. Premièrement, je voudrais m'excuser auprès des participants parce que vous n'allez pas pouvoir voir ma présentation. J'avais préparé une petite présentation que je ne pourrais pas partager avec vous, mais je vais juste la lire. Je voulais souligner ce que l'action ou les activités de CIP, les actions de recherche du CIP au Malawi. Voilà, je présente, c'est le nom du ministère de l'Agriculture. Ah, merci beaucoup d'avoir pu partager ma présentation sur l'écran. Prochaine diapo. Alors, notre activité de recherche et ce partenariat date déjà d'il y a 20 ans. Pour tout ce qui est la recherche aussi jusqu'à l'actualité. Nous avons pu atteindre, nous avons pu lancer 13 variétés de patates douces et actuellement on travaille sur encore plus de variétés. Et toutes ces variétés-là aident tout ce qui est à améliorer la nutrition. Nous avons différentes variétés de patates douces, comme celle à chair orange. Nous travaillons avec les exploitants, les agriculteurs, et ces agriculteurs-là, la plupart ont déjà choisi ces variétés-là. Nous avons donc lancé 10 variétés de pommes de terre qui ont déjà été adoptées par les agriculteurs. Nous voyons qu'il y a une demande croissante de ces variétés de pommes de terre sur tout le pays. Cela aide aux agriculteurs à avoir plusieurs revenus aussi. On a eu nous avons plutôt amélioré aussi les systèmes de semences. Nous avons une production pu surmonter certains des issues qui se sont présentés avec les agriculteurs autour des grains, en fait, ou des semences de pommes de terre. Donc, il y a eu la présence de quelques maladies, il y a eu des pertes de culture, évidemment, suite à ça. Nous travaillons dans la micro-propagation aussi de tout ce qui est pommes de terre et patates douces. Et nous avons développé des standards, des normes de semences pour la pomme de terre et la patate douce. Et les agriculteurs ont adapté justement toutes ces normes-là pour avoir un rendement plus élevé. Alors, en ce qui concerne le renforcement des capacités. Alors, est-ce qu'on peut reculer? Voilà. Bien évidemment, avec le CIP, on a pu former nos personnels, on a renforcé leurs capacités. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, les membres de notre personnel ont reçu des formations au niveau de maîtrise, en fait. On a reçu le soutien pour avoir des formations, de petites formations autour de la micropropagation ou micromultiplication pour tout ce qui concerne les maladies, les insectes. En termes d'infrastructure, on a reçu l'aide du CIP pour la construction des installations d'irrigation. On a pu produire pendant l'hiver et pendant la saison sèche aussi. Et la plupart de cette production-là a eu lieu pendant l'hiver, en fait. Donc, les agriculteurs ont pu recevoir tout le matériel à temps
pour le début de la saison des pluies aussi. Et nous avons construit aussi des installations. Nous avons construit des installations de recherche aussi où il y avait des problèmes pour pouvoir livrer le matériel et quelques problèmes aussi pendant la saison sèche. Le CIP nous a soutenus aussi pour le renouvellement des laboratoires, des serres aussi, en termes d'équipement aussi des laboratoires et les réagents aussi pour les laboratoires. Ensemble aussi, il y a un potentiel en fait pour tout ce qui est racines, tubercules, bananes, pour améliorer la sécurité alimentaire nutritionnelle, les revenus, la résilience au climat et l'égalité des sexes au Malawi. Il y a une très haute demande actuellement. Il y a une transition avec ces nouvelles variétés qu'on a développées. Il y a une augmentation donc, pour la demande d'aliments nutritifs, ce qui est la patate douce à chair orange, parce qu'elle possède de la vitamine A, du fer, du zinc biofortifié. Alors, il y a des opportunités commerciales plus larges, plus étendues dans les régions périurbaines et les régions urbaines. Nous avons augmenté la production de la patate douce et de la pomme de terre dans des régions où sont cultivées ces cultures. Plus d'agriculteurs demandent actuellement des semences propres, ou plus de semences pour pouvoir produire davantage. On effectue une sélection génomique aussi, bien sûr, pour accroître les gains. Nous pouvons appuyer ces populations, ces agriculteurs avec les nouvelles technologies pour les adapter aux nouvelles variétés. Et comme ça, les agriculteurs pourront bénéficier de ces nouvelles variétés qu'on est en train de produire. Alors, avec les conditions climatiques, parce qu'il y a des inondations, des sécheresses, et cela fait que la demande pour les racines de tubercules augmente. Non, le gouvernement a participé, s'est impliqué aussi à demander de la semence pour ces nouvelles variétés. Parce que les agriculteurs peuvent bénéficier de tout cela pendant les périodes d'inondation, de sécheresse. Alors, la patate douce qui est offerte aux agriculteurs, d'ailleurs, on voit qu'à la fin de la saison, ils en ont encore, donc ils peuvent continuer à les produire, à les utiliser. Alors qu'il y a d'autres cultures qui disparaissent en fait. Donc la patate douce est une culture très résistante qui peut être utilisée aussi tant pour la commercialisation que pour la consommation au sein des foyers. Alors, il y a encore des défis. Nous nous réunissons avec d'autres parties prenantes. Alors, dû aux soucis économiques qu'on a eu, il y a un décroissement en fait de la recherche en termes de collecte des fonds aussi. Et cela affecte la production de cette nouvelle ou de ces nouvelles variétés. Nous avons besoin d'effectuer, de mener encore plus de recherches pour combattre les maladies auxquelles doivent faire face aussi les agriculteurs. C'est quelque chose qu'on vit sur place. Donc, il y a eu, suite au changement climatique, il y a eu une perte des germoplasmes. Cela conduit à des maladies, à des insectes. Donc, les agriculteurs identifient ces maladies-là et ils ont proposé une solution.
pour améliorer la productivité, pour être sûr qu'ils pourront continuer à produire. Alors, cela réduit aussi les bénéfices commerciaux parce qu'il y a un niveau très bas, en fait, des processus commerciaux pour ce qui concerne la patate douce. Mais l'industrie, l'idée, c'est de permettre que les agriculteurs puissent produire davantage et générer ainsi une demande plus élevée pour nos technologies. Parce que ce qu'on produit, 75% en fait de cette production est utilisée pour la consommation locale à peu près. Alors, pour pouvoir stocker la patate douce, la pomme de terre, notamment la patate douce, on a besoin de sal froide, non? De sal. Et il y a un coût très élevé justement pour stocker ces cultures-là pour les agriculteurs. Donc, ça devient un véritable défi parce que les agriculteurs ne sont pas à même de gérer cela. Et ils perdent une énorme partie de leur culture pour lesquels ils ont fait des investissements. Alors, suite à cela, du fait de tout cela, nous avons encore besoin de renforcer justement ou d'améliorer notre capacité, notre renforcement des capacités. Nous avons besoin au niveau national de mener plus de formations en termes de nouvelles technologies de production. C'est quelque chose de très dynamique, non? On a aussi la micropropagation de la banane, les techniques de production. Au Malawi, nous importons énormément en fait de bananes des pays voisins. Mais à l'heure actuelle, c'est ce dont on avait besoin, mais la plupart des agriculteurs ont compris ce problème-là. Et donc, ils attendent de pouvoir recevoir ce dont ils ont besoin pour remplacer ces importations-là par leur propre production. Et nous espérons pouvoir fournir tout cela aux agriculteurs. Et puis, en ce qui concerne les technologies de production, nous organisons des formations là-dessus aussi. Il y a des secteurs où les agriculteurs perdent énormément de cultures. Nous devons intensifier nos activités de recherche dans ces secteurs-là pour s'assurer que les agriculteurs ne perdent pas davantage parce qu'ils perdent de l'argent et donc aussi pour leur sécurité alimentaire, nutritionnelle. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci, Dr Makumba, de votre intervention, de nous donner un peu de contexte. Vous avez souligné très bien quelques-unes des réussites du CIP et de ses partenaires. On attend avec le lancement des variétés. Vous avez souligné aussi les défis en termes de changement climatique aussi et ce que le futur, ce qu'on peut s'attendre dans le futur. Alors, j'invite les participants à continuer à poser leurs questions pour Dr Makumba et puis nous allons reprendre par la suite vos questions après cette séance des panélistes. Maintenant, on va voir la prochaine séance. C'est un petit panel de discussion. J'invite Antonella, ma collègue. Nous avons 4 panélistes aujourd'hui. Dr Kapinga, nous avons Dr Jean Ininda, Dr Pankoukou et Dr Paul Demeaux. Ces merveilleuses femmes et ces merveilleux gentlemen seront avec nous ce matin pour nous guider dans ce débat, non, pour parler de leur travail ou de notre travail au Malawi et dans le reste de l'Afrique. Donc, Madame Kapinga, c'est la chef de sensibilisation et mobilisation. Elle est spécialiste en production. Elle a travaillé pour le CIP à un moment donné de sa vie en ce qui concernait la production de patates douces dans l'Afrique subsaharienne. Avant de travailler dans notre fondation, Dr Kapinga
avons hâte de participer avec vous. Nous avons Madame Ininda. Elle travaille dans l'Alliance aussi pour une évolution verte en Afrique et elle est responsable de la recherche autour des cultures, certification des semences. Elle est spécialiste en développement agricole aussi et en tant que membre de l'équipe, elle a été la responsable du développement aussi et de trouver aussi, elle est responsable des cultures résilientes au climat. Elle a un doctorat en fait en production de semences. Donc, vous êtes la bienvenue, Madame Ininda. Puis, nous avons Jean Pankoukou, qui est technologiste alimentaire, qui a beaucoup d'expérience dans la production. Elle travaille autour de la sécurité alimentaire. Elle travaille aussi dans les traces de développement des racines et des tubercules au Malawi. Elle est la secrétaire générale pour l'Association des laboratoires du Malawi et l'Association africaine de pommes de terre de vin 2022. D'ailleurs, elle est la vice-présidente du comité d'organisation. Elle a fondé Tequila Bakery, qui produit et vend des produits faits avec de la production locale, telle que la patate douce. Vous êtes la bienvenue, Madame Pankoukou. Et puis, nous avons notre Monsieur Paul Desmaux, qui est docteur en agronomie. Il a beaucoup d'expérience et habilité dans tout ce qui concerne la recherche agricole pour le développement, gestion des projets, renforcement des capacités et gestion des partenariats du secteur public-privé. Il était directeur régional de l'Afrique. Paul travaille au Malawi en tant que scientifique principal et il est expert pour tout ce qui est la production. Donc, soyez vous tous les bienvenus. Notre public a hâte de vous écouter, de savoir ce que vous pensez, quels sont vos points de vue du travail effectué dans la région. Pour commencer, j'invite donc Dr. Regina Kapinga. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire quel est le potentiel pour les tubercules, les racines, les bananes, pour améliorer la sécurité alimentaire, les revenus et la résilience au climat dans l'Afrique subsaharienne? Merci. Merci, Viviane. Et je ne veux pas parler du potentiel parce que c'est quelque chose qui se passe déjà. C'est en train de se produire. Comme M. Macoumba l'a dit, je voudrais remercier mon centre, le CIP. Le CIP m'a introduit au CGIAR, à la communauté du CGIAR. Donc, ça me fait très plaisir, en fait, d'être là. Et je voudrais féliciter aussi l'équipe qui, en 2016, a remporté le prix mondial de l'alimentation. L'équipe qui accompagne aussi ma sœur. On a eu un très long parcours, on a beaucoup travaillé, mais je vous en remercie. Alors, pour les racines, les tubercules, les bananes, je ne voudrais pas répéter ce que le docteur Macoumba a dit parce qu'il a déjà expliqué tout ce qui se passe au Malawi. Pas seulement au Malawi, mais pratiquement dans toute la région subsaharienne, où on peut travailler avec ces semences-là. Je voudrais contribuer un peu aussi, surtout en ce qui concerne le rôle des racines, tubercules, bananes, la pomme de terre, les bananes. Comment ça aide l'égalité des sexes, la jeunesse aussi? Parce que nous travaillons avec des cultures qui sont très faciles à gérer, en fait, dans des régions où c'est difficile, où la production d'autres cultures est difficile. Je voudrais aussi parler du rôle très important dans ce contexte du COVID-19. Nous avons vu qu'il se passe énormément de choses, notamment en ce qui concerne les contributions de ces
cultures-là, notamment en ce qui concerne les pommes de terre, les patates douces. En ce qui concerne la génération de revenus, dans certaines régions, il y a des grains qui ne peuvent pas être produits et cela pose énormément de problèmes, notamment au niveau local, régional. Je voudrais dire par rapport à l'Afrique de l'Est, nous avons au Soudan, par exemple, plusieurs pays qui dépendent, comme l'Ouganda ou la Tanzanie. Nous avons vu énormément d'inquiétudes dans ces régions-là. Et parce qu'on voulait savoir quelles autres cultures étaient possibles. Alors, je voudrais dire qu'en ce qui concerne les changements climatiques, Dr Makumba l'a déjà dit. Nous avons vu la versatilité en fait de ces productions-là, de ces cultures-là qui peuvent pousser dans n'importe quel environnement. Les pommes de terre, nous avions l'habitude de penser que c'était une culture saisonnière, mais en fait, non. Nous voyons qu'il y a des variétés qui sont tolérantes aux sécheresses, aux inondations, qui poussent très bien, même dans des endroits où avant, ce n'était pas le cas. En Afrique, la pomme de terre est une culture commerciale. Je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus, mais la plupart de ces cultures-là viennent du Mozambique. Le gouvernement, Dr Makumba l'a dit, il a parlé du rôle de ces cultures-là, non, dans plusieurs pays. Nous ne pouvons pas y échapper, mais ces cultures-là jouent un rôle essentiel. Je vais laisser la place à mes collègues. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci beaucoup, Dr Kapinga, et je reviendrai vers vous tout à l'heure. Donc, restez avec nous. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ces cultures qui sont les absorbeurs de choc, on va dire, du COVID-19. Non? Le public peut tweeter ça avec les HCIP 50. Jenny Ninda, merci beaucoup, c'est à vous. Si a travaillé dans l'agriculture depuis très longtemps et vous avez soutenu aussi la recherche agricole nationale non, dans des institutions. Je voudrais souligner avec vous les défis, les priorités pour la production des variétés agricoles pour les agriculteurs africains. Quand ils veulent produire, ils ont besoin de quoi exactement? Qu'est-ce qu'on doit garder en tête par rapport à leurs besoins? Merci beaucoup, Viviane. Alors, je voudrais profiter de cette opportunité pour féliciter le CIP pour cet événement. 50 ans, c'est la moitié d'un siècle. Oui, avec l'AGRA, nous avons travaillé avec le CIP, nous travaillons avec le CIP depuis longtemps. Ça fait déjà 15 ans à peu près qu'on travaille ensemble. On a vu les différences pour les agriculteurs en termes de l'amélioration des variétés de culture, tubercules aussi, notamment la patate douce et la pomme de terre. Juste, je voudrais dire que l'expérience de l'AGRA dans les développements, dans les améliorations de ces cultures dans l'Afrique subsaharienne, en fait, il s'agit des variétés de la patate douce, comme vous l'avez dit, Dr Makumba aussi. 11 de ces variétés-là ont été lancées au Malawi et presque elles sont toutes commerciales. Donc, elles remplissent un rôle essentiel, en fait. Nous avons travaillé très étroitement avec le CIP aussi dans la formation des étudiants au Malawi. En 2000, récemment, on a eu énormément de formations et ça nous a fait très plaisir. Je voudrais parler de quelques défis auxquels on doit faire face et je voudrais souligner, cela a été mentionné déjà par les autres intervenants, mais je voudrais souligner certains. Premièrement, la production des variétés résilientes en termes de maladies, d'infections. Si on regarde les variétés de la patate douce, ce sont des variétés qui ont besoin d'être adaptées en termes du changement climatique. Elles doivent être résistantes aux sécheresses. Ces variétés-là doivent avoir beaucoup de nutriments.
parce que nous, on s'est centré sur les systèmes alimentaires. Nous avons besoin d'améliorer la nutrition et les variétés des pommes de terre, en fait, justement, se trouvent dans ce niche. Comment les agriculteurs ont accès à des variétés à plus haut rendement, oui, à plus haut rendement, en fait. Et n'oublions pas les préférences des agriculteurs en termes de variétés, parce il y en a qui sont utilisés en tant que végétaux. Donc, les préférences des agriculteurs en termes de douceur aussi, non, du goût sucré plutôt. Ça, c'est très important aussi. C'est un défi très important parce que les agriculteurs ont besoin de technologies. Là, je parle de la technologie. Ils ont besoin d'avoir de technologies pour transformer les produits, pour avoir une valeur ajoutée, pour s'assurer que ces variétés-là, ils ont tous les nutriments nécessaires. Et nous savons que quand il s'agit de production, nous utilisons aussi la farine de la patate douce. Ce sont des processus. Aussi, on peut utiliser ces cultures en tant que farine, comme je l'ai dit. Et je peux pas. Il faut que je parle du financement. C'est essentiel quand on parle de la patate douce. On a la production, d'une part, on a besoin de commercialiser, en fait. On doit un peu remplir, il y a un écart entre la production et la commercialisation. Donc, il faut savoir comment pouvoir commercialiser, vendre ces productions-là, ces variétés-là. Les gouvernements sont conscients, mais nous avons besoin de soutenir la commercialisation pour les agriculteurs et aussi pour les entrepreneurs du secteur privé. Il y a beaucoup de travail qu'il faut faire encore pour augmenter l'impact de la sensibilisation, la connaissance ou les connaissances, notamment quand on parle des consommateurs, parce que il faut qu'ils soient conscients des différentes options dont ils disposent. Encore une fois, il y a un énorme fossé, un énorme écart entre l'impact de ces cultures-là, parce que nous avons besoin de travailler avec le secteur privé aussi. Nous travaillons avec les cibles, nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture au Malawi. Nous voyons qu'il y a des productions ou la production de ces semences qui se trouve au niveau des agriculteurs. Mais il faut travailler avec d'autres entreprises pour augmenter l'accessibilité aussi du matériel de plantation. Je voudrais dire aussi que nous avons besoin d'augmenter ou d'intensifier les technologies pour la commercialisation des tubercules, des racines, le maïs. Il y a d'autres cultures qui sont plus faciles à gérer dans ce sens-là. Mais la patate douce, la pomme de terre, ce sont des variétés qui ont besoin d'autres techniques. Les agriculteurs ont besoin aussi d'avoir des liens de relations commerciales parce que peut-être on a des agriculteurs qui produisent mais qui ne peuvent pas vendre leurs produits. Donc, il faut voir aussi le côté des processus. Nous avons beaucoup de défis, mais nous savons que on a fait des grands progrès avec le CIP, mais nous avons besoin d'intensifier ces modèles-là qui ne marchent pas si bien au niveau des agriculteurs. Et je voudrais dire aussi que c'est une très bonne opportunité de pouvoir travailler avec des partenaires et voir comment on peut intensifier tout cela. Voilà ce que je voulais dire, Viviane. Merci beaucoup. Docteur Ininda, des points très solides, très intéressants. Non? Prendre soin des préférences des agriculteurs, améliorer l'impact aussi au moyen de plus de sensibilisation, intensification des technologies. Merci beaucoup, Jane, pour ces commentaires. Maintenant, on peut avoir donc la participation, l'intervention d'un de nos acteurs du secteur privé, Jean Pankoukou. Elle est la propriétaire de Tequila Bakery, que j'ai visité d'ailleurs. Ils ont un pain délicieux, gin. Est-ce qu'on peut peut-être parler du potentiel actuel et à venir pour ces cultures-là et comment est-ce qu'on peut créer des opportunités plus inclusives pour les femmes notamment et les jeunes? Je sais que c'est quelque chose sur laquelle tu travailles déjà avec la Tequila Bakery.
pour améliorer la fiducie aussi de développement. Merci beaucoup, Viviane. Je me joins à ce que mes collègues ont dit. Je voudrais féliciter le site pour ce 50e anniversaire. En tant que quelqu'un qui vit, qui est tout le temps impliqué dans la production, le développement de nouvelles cultures, je voudrais dire qu'il y a un énorme potentiel pour ajouter de la valeur aux racines, aux tubercules. On essaie, on teste tellement de nouveaux produits, mais il y a certains produits qui peuvent être, qui sont déjà en train d'être développés, mais il faut encore qu'ils soient commercialisés. Nous avons certains produits aussi qui doivent encore être développés. Il y a tellement de potentiel. Je crois qu'à l'heure actuelle, la plupart des produits dont on dispose sur le marché vont de la farine, la purée aussi, qui a déjà été mentionnée, la purée de la patate douce, la farine de patate douce. Au Malawi, nous avons aussi la farine de manière de très haute qualité qui est utilisée et parfois fermentée aussi, qui est utilisée de différentes façons. Et nous avons aussi, donc nous avons vu aussi récemment que ces produits à valeur ajoutée sont utilisés dans l'industrie, comme la farine, pour remplacer les réserves importées que le Malawi a toujours utilisées. Donc, nous avons vu plusieurs applications. Par exemple, sauce de tomate, sauce de piment. Il y a énormément de potentiel. Le seul là serait que la valeur ajoutée actuelle sur laquelle on travaille actuellement est à une petite échelle, en fait. Ça implique des groupes de femmes, des individus, des coopératives. Ils transforment des volumes qui sont encore de petite échelle, mais il y a énormément de demandes en ce qui concerne le consommateur final, notamment parce que les cultures, les racines, les tubercules n'ont pas une très longue durée de vie, en fait. Donc, beaucoup d'entreprises ne veulent pas trop s'impliquer dans ces processus-là. Donc, vous voyez que cette valeur ajoutée est effectuée, on va dire, par de petites entreprises. Il y a eu, oui, 2 ou 3 grosses entreprises qui ont participé et nous voyons qu'il y a vraiment un potentiel pour être mise en œuvre aussi dans la bakery, dans la boulangerie qu'on a. Non, en ce qui concerne les racines et les tubercules, pour la purée, la farine. Donc, il y a énormément de potentiel. Et je crois que pour les petites entreprises, comme je l'ai dit, il y a aussi beaucoup de valeur ajoutée d'une façon qui a lieu déjà d'une façon informelle. Et donc, il faut que ça soit des données quantifiables, en fait. C'est-à-dire, ils utilisent la technologie locale. Ce sont des technologies à très petite échelle, très lentes aussi. Donc, il faut revoir leur capacité pour qu'ils puissent améliorer tout ce qui est la qualité du produit, la marque elle-même. Nous avons vu aussi récemment une augmentation de la part de l'industrie hôtelière, les restaurants, les hôtels. Ils essayent d'inclure ces produits-là dans leur menu, en fait. Mais le défi, c'est de trouver un transformateur qui sera capable justement de transformer ou d'ajouter la valeur aux racines, aux tubercules, pour pouvoir répondre à cette demande qu'on voit, qui est là actuellement. Donc, on voit déjà que cela se passe à un niveau informel. On a besoin de formaliser tout ça. Nous, nous développons donc ces processus, nous essayons d'ajouter la valeur. Et en même temps, nous avons des collaborations pour ce qui concerne avec l'équipe de recherche en termes d'essayer d'avoir les variétés qui sont adaptables ou qui peuvent être utilisées puis déterminés, des processus déterminés. Donc, je voudrais dire que nous avons le potentiel, là, tout de suite, oui. La demande s'accroît et je suis sûre
que ça va continuer à être le cas. Je le dis, ce sont les femmes, en fait, qui sont impliquées à différents niveaux. Elles produisent la farine, par exemple. Ce sont des petits initiatives de femmes. Donc, merci beaucoup, Viviane. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci beaucoup, Jean. Alors, on pourrait revenir si on a suffisamment de temps. Comme tu as dit que ton travail a un impact très important sur les femmes, ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup. Paul Desmond, c'est à vous. J'espère que vous êtes prêts pour nous. Oui, je suis prêt. Nous voudrions peut-être aborder comment la patate douce et la pomme de terre va faciliter la diversification du régime alimentaire. Et nous avons déjà entendu Jean par rapport au Malawi et le travail aussi de Jean, de Regina. Peut-être que vous pourriez nous en dire davantage en ce qui concerne l'Afrique. Merci beaucoup, Viviane. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter tous mes collègues, les partenaires qui travaillent avec nous pour atteindre les objectifs, non, pour tout ce qu'on a fait en Afrique. Je voudrais juste dire que cet événement, c'est un événement africain. Le Malawi, c'est un exemple d'un continent où nous avons développé des partenariats très solides avec le CGIAR, avec le gouvernement, avec des partenaires tout au long de la chaîne de valeur pour les cultures de racines, de tubercules. Alors, à mon avis, cet événement, c'est un événement unique. Pourquoi? Parce que je suis le directeur africain du CIP. J'ai travaillé 12 ans et demi au Malawi pour commencer ce programme au Malawi depuis 2006, donc 12 ans et demi. Nous avons travaillé avec des partenaires pour pouvoir justement célébrer tout ce travail aujourd'hui. C'est une vraie joie pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, c'est mon anniversaire. C'est une coïncidence. Juste que ça tombe pile le même jour, non, pour célébrer mon anniversaire aussi. Donc, les racines, les tubercules et les bananes ont un rôle essentiel. Comme on l'a déjà entendu dire, à Regina, Dr Macumba, Jean, Jane, les potentiels. On ne devrait pas parler de potentiel, mais plutôt de l'utilisation des racines, tubercules, bananes, pour qu'ils jouent le rôle qui leur est dû dans la transformation, justement, de tous. Dans le cas du Malawi, nous avons fait un exercice pour essayer de comprendre la proportion des racines et des tubercules contre les céréales, notamment le maïs. Quel est l'équivalent, en fait, en termes de consommation, de volume de consommation dans le pays? Si vous calculez en termes de poids, les racines, les tubercules au Malawi, patates douces, manioc, pommes de terre, nous nous rendons compte qu'en termes de poids frais ou sec, pardon, c'est l'équivalent au maïs. Mais généralement, ce n'est pas vraiment reconnu parfois. La patate douce, le manioc, la pomme de terre vont apparaître quand il y a une catastrophe, quand il y a des problèmes dans le pays. Là, on voit à quel point ce sont des cultures importantes. Mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes très contents qu'après tellement d'années de travail sans cesse, on a pu continuer, on a pu construire ce partenariat d'une façon régulière. Ça devient de plus en plus clair pour tout le monde que les racines et les tubercules ne devraient pas avoir un rôle secondaire parce que ce sont des cultures très importantes qui peuvent jouer un rôle essentiel et qui le font déjà d'ailleurs dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle et dans la transformation des systèmes alimentaires. Si je prends le cas de la patate douce, par exemple, vous avez besoin de pas beaucoup de poids de patates douces à chair orange pour qu'il y ait justement les besoins journaliers de vitamine A pour un enfant de 5 ans, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très important, notamment quand on travaille avec des populations dans des secteurs ruraux.
qui sont pauvres en ressources, mais qui peuvent cultiver de façon très réussie ces produits-là, ces cultures-là, qui sont résilientes au changement climatique. Et cela pour toutes les catégories d'agriculteurs. Justement, de par la nature de ces cultures, les racines, les tubercules, jouent un rôle essentiel dans la transformation du système alimentaire. Je ne vais pas détailler parce que ça a déjà été fait par Dr Makumba, Regina, Jenny Ninda, mais je voudrais dire que les racines, les tubercules et les bananes sont un groupe de cultures que si on leur donne la place qu'elles méritent, elles vont pouvoir contribuer beaucoup plus qu'elles le font aujourd'hui parce qu'on est dans un contexte de changement climatique et ça n'avait pas disparaître. Nous sommes tous au courant de toutes les catastrophes, non, qui se produisent. Et ce sont des cultures résilientes, non, face à des contextes ou situations, conditions difficiles. Donc, ces cultures-là ont un rôle essentiel à jouer. Merci beaucoup. Merci, Paul. Alors, pour un souci de temps, parce que peut-être que je ne pourrai pas revenir vers vous, est-ce que vous pourriez nous dire très brièvement quels sont comment ce que vous avez appris au Malawi a été mis en place ailleurs dans d'autres pays? Est-ce que vous pouvez avoir un impact sur d'autres pays? Oui, merci beaucoup. Alors, je voudrais dire que avant de parler du Malawi qui bénéficie d'autres pays, je voudrais dire que le Malawi a bénéficié d'autres pays auparavant aussi, avant de pouvoir lui-même contribuer en termes de technologie, des savoirs, donc qui vont être mis ailleurs dans d'autres pays. Par exemple, quand on a commencé notre travail au Malawi, nous avons utilisé les modèles de partenariat qui avaient déjà fait leurs preuves, en fait, dans d'autres pays, comme dans l'Afrique orientale, centrale. Nous avons utilisé un modèle qui est basé sur le renforcement des capacités des parties prenantes nationales, des institutions nationales et aussi les acteurs dans la chaîne de valeur au sein du pays. C'est un modèle qu'on a mis en place au Malawi on a pu collecter des fonds. Nous avons introduit aussi au Malawi des variétés qui avaient déjà été lancées dans d'autres pays, dans l'Afrique de l'Est, dans l'Afrique centrale. Ça, c'était quelque chose de très stratégique pour pouvoir justement lancer la première variété. Les premières variétés ont été lancées dans une période de temps, en fait, qui était la moitié du temps requis pour d'autres variétés. Alors, qu'est-ce que le Malawi a fourni à d'autres pays? Beaucoup. Premièrement, le Malawi, en tant que pays, nous a permis d'apprendre que nous pouvons transformer une plateforme d'innovation informelle vers une structure de gouvernance durable que nous appelons Root and Tubercle Development Trust. C'est comme ça que nous l'appelons au Malawi. Il s'agit d'une plateforme où différents projets autour du manioc, de la pomme de terre, de la patate douce se rassemblent avec des partenariats pour débattre un programme en fait pour ces cultures-là. Il est nécessaire d'assurer la durabilité. Et donc, pour cela, les partenaires ont décidé de transformer cette plateforme informée vers un trust, non une fiducie. Et il s'agit aujourd'hui d'une entité légale formelle qui va continuer à travailler pour le bénéfice des racines et des tubercules dans les pays. Puis, deuxièmement, je voudrais souligner que nous avons testé des technologies pour la production des pommes de terre, de patates douces au Malawi pour la première fois, d'ailleurs en Afrique. Et ça a été réussi. Ces technologies-là est utilisée au Kenya, au Rwanda, au Burundi et dans d'autres pays. Ça fait partie des contributions du Malawi. Et puis, comme troisième exemple que je voudrais souligner, quand vous entendez parler de la sélection ou des techniques de sélection positive ou comment choisir les meilleurs matériels de plantation, parce que, OK, on sait qu'il n'y a pas de semences certifiées, mais c'est quelque chose qui a commencé au Malawi face à la situation dans laquelle on s'est trouvé en 2009. Merci beaucoup. Merci, Paul. Merci d'avoir souligné cela. Alors, on va continuer donc avec les questions. La
séance de questions et réponses. Alors, pour un souci de temps, il y a eu beaucoup de points très intéressants de tous les panélistes, mais on doit continuer. Alors, cette question peut-être va adresser à Jean Pankoukou. Jonathan demande, est-ce qu'il y a des relations commerciales fortes au Malawi? Jean Pankoukou, est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors, je vois qu'il y a énormément de commentaires autour de la valeur ajoutée, du travail de valeur ajoutée. Jean ou quelqu'un d'autre? Alors, Viviane, on peut commencer avec la question suivante, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Jean, tu m'entends? Jean? C'était une question, en fait, juste pour les petits exploitants agricoles. Est-ce qu'il y a des liens commerciaux avec les petits exploitants agricoles au Malawi? Jean? Jean, je crois qu'on t'entend plus. Paul, peut-être vous. Alors, Paul, la question, c'est la suivante. Jean? Oui, oui, j'ai vu quelques questions concernant les liens ou relations commerciales avec les petits exploitants agricoles au Malawi. Oui, il y en a. Je vais y répondre. Récemment, le Roots and Turfs Development Trust a organisé une partie prenante pour aborder justement les acheteurs potentiels et les consommateurs finaux aussi. Donc, on travaille avec des acheteurs potentiels. On doit aborder les capacités, en fait, des agriculteurs. Ce trust, cette fiducie, a beaucoup travaillé pour essayer justement d'établir des liens commerciaux entre les agriculteurs et les acheteurs potentiels. Donc, oui, il y en a. Merci, Jean. Docteur Makumba, vous voudriez dire quelque chose par rapport à cette question? Simon Mondera demande comment prévenir la perte de germoplasme en tant que conséquence du changement climatique. Oui, merci. Je voudrais dire quelque chose sur l'autre question. Nous n'avons, oui, pour les, nous ne sommes pas encore à ce point-là parce que nous regardons les marchés, les gros marchés d'ailleurs. La plupart, actuellement, la plupart de l'industrie n'y est pas encore, en fait. Alors, ils travaillent déjà avec des produits, mais je crois qu'on va pouvoir on va pouvoir en fait faire que les producteurs, les petits producteurs produisent davantage de patates douces, de pommes de terre, parce que le marché en fait a beaucoup baissé du fait du Covid-19. Mais nous espérons que les petits exploitants pourront produire davantage de pommes de terre avec l'amélioration qu'on a obtenue en fait pour les petits agriculteurs, les petits exploitants plutôt. Aujourd'hui, eux, ils peuvent travailler avec les pommes de terre qu'on produit. Pourquoi? Parce qu'elles sont d'une meilleure qualité, en fait. C'est un produit très bon pour les jeunes. Alors, la question de Simon. En fait, là, nous voyons le sujet de l'irrigation, en fait, parce que c'est une solution pour la préservation, en fait, du germoplasme. Actuellement,
Dans ma présentation, je ne l'ai pas mentionné, mais nous avons eu le soutien du CIP pour avoir des installations d'irrigation. Nous avons une installation d'infrastructure de recherche aussi. Nous devons s'assurer de pouvoir garder, conserver notre matériel de plantation. Le gouvernement encourage d'ailleurs toutes ces activités autour des programmes d'irrigation parce que on encourage nos agriculteurs à produire, à irriguer aussi leur culture. À l'heure actuelle, on doit faire face, donc bien évidemment, ces effets du changement climatique, la sécheresse par exemple. Donc voilà ce que je voulais dire. Oui, nous devons augmenter, intensifier ce travail-là, les programmes d'irrigation pour que les agriculteurs puissent utiliser ces installations-là d'irrigation. Oui, l'irrigation, très importante. Merci, docteur Macumba, merci de votre temps. Merci pour votre temps. Alors, on va continuer. On a abordé la prochaine séance. On va avoir la participation des donateurs. Mais René Koch a posé une question très intéressante. Jean, peut-être que tu pourras y répondre. Tu as décrit les types de produits de racines de tubercules de banane, non? Et la haute demande. Mais il est très difficile d'intensifier cela, non? Parce que ce sont des produits qui ont une courte durée de vie. Est-ce que tu as des exemples des technologies d'après-récolte, en fait, pour minimiser ce problème? Voilà. Oui, merci beaucoup, Viviane. J'essayais justement de taper des réponses, d'écrire quelques réponses là, sur la petite fenêtre. Alors, ce que je disais, c'est que nous avons besoin d'améliorer en termes de technologie de transformation pour passer d'utiliser en fait des processus manuels pour pouvoir utiliser des machines pour la transformation des produits. Et en même temps, nous avons besoin de voir quelques améliorations en termes de technologie de stockage pour des produits qui ont une très courte durée de vie. Ça a été le défi aussi pour les entreprises grandes, pour assurer qu'ils vont pouvoir obtenir les matières premières tout au long de l'année. Donc, nous avons besoin de technologies de stockage améliorées. Peut-être on peut avoir là l'utilisation de certains environnements de stockage sous contrôlé. Aussi, on peut là aborder des technologies d'irrigation pour que les agriculteurs puissent produire des racines de tubercules de banane tout au long de l'année. Merci beaucoup, Jean. Et je voudrais remercier tous les panélistes et aussi Jean. Nous avons aussi besoin de place pour stocker aussi les produits-là. L'emballage aussi devrait être un point à aborder. Nous allons avoir des nouveautés là-dessus. Merci à tous les panélistes, Dr Kapinga, Dr Ninta, à vous tous, Dr Demo, Macumba. Alors, je vois toutes les questions des participants. Malheureusement, je n'ai pas pu toutes les lire, mais on va y répondre. Nous vous remercions de votre participation. Alors, maintenant, on va continuer. Donc, nous avons Rari de Burka. Il est le directeur général pour la coopération pour le développement, la division d'Afrique dans le département des affaires étrangères de l'Irlande. Il est diplomate. Il s'est joint au secrétariat du secrétariat irlandais britannique à Belfast.
jusqu'à 2017, en fait, dans le passé. On a aussi l'ambassadeur de l'Islande au Mozambique jusqu'à 2014. Il a travaillé au Mexique, en Grèce aussi. Rory a travaillé dans l'Irlande du Nord, dans les Balkans, avec de l'aide humanitaire. Et il a travaillé aussi dans le département irlandais des finances. Donc, mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter Monsieur Rory Biburka. Merci, Viviane. Merci à tous les autres intervenants. On m'a demandé de venir, c'était avec vous, cette 50e anniversaire. C'était les années dorées, non? Le doré, c'est une couleur magnifique. Vous avez fait des merveilles. Et je crois que cette année-là, c'est une année dorée aussi. Vous avez partagé tant avec nous aujourd'hui. Je voudrais juste vous dire comment notre partenariat travaille au Malawi, en tout cas. Cela nous a beaucoup aidé dans les programmes de développement. Nous avons un centre de recherche mondial. Et cette activité aide à assurer l'accès à des produits résilients au climat, à des aliments nutritifs. Et ce travail-là est très important pour nous parce que nous, au moyen de notre programme d'aide, nous, on essaye d'aider et de combattre la malnutrition, de fournir des systèmes alimentaires durables. J'avais cette même discussion il y a une semaine. Alors, pourquoi est-ce que l'Irlande ressent cette passion pour la pomme de terre, pour la patate douce? Il y a eu, quand on parle de famine, nous avons subi une famine vraiment terrible. Il y a déjà quelques années de ça. Nous avions la pomme de terre connue en Afrique comme la pomme de terre irlandaise, non? Et jusqu'à ce jour, en fait, c'était parfois le seul produit auquel avait accès la population. La culture, en fait, cette culture a joué donc un rôle essentiel dans notre régime alimentaire et elle fait partie de nos débats nationaux au niveau de la nutrition. Donc, c'est un sujet qui résonne pour nous. Nous sommes plus qu'un simple donateur. Alors, pour renforcer vos capacités techniques de recherche, etc., je pense qu'il est important d'aider les communautés vulnérables pour qu'ils puissent avoir accès à des produits, à des cultures résilientes au climat. Nous organisons différentes activités aussi en Irlande. Et vraiment, ce travail appuie, soutient des pratiques durables, des pratiques. Nous utilisons le Malawi aujourd'hui, ou nous prenons le Malawi comme un représentant du travail que nous faisons ensemble avec nos partenaires depuis 2007, quand on a ouvert notre ambassade là-bas. Nous travaillons ensemble avec le CIP, aussi avec de petits exploitants agricoles pour des nouvelles variétés des patates douces, des pommes de terre qui sont tolérantes à la sécheresse, au changement climatique, comme on l'a vu aujourd'hui. Et ce sont des variétés qui ont énormément de valeurs nutritionnelles. Plus de 4000 petits foyers de petits agriculteurs ont pu bénéficier de notre travail. Les femmes, notamment, représentent la majorité de ces petits exploitants. Nous avons aussi eu la participation du secteur privé, non, pour de petites entreprises. Alors, nous avons entendu parler, Paul, je crois qu'il a dit, il a parlé sur comment le Malawi a bénéficié d'autres recherches préalables en Afrique. Alors, quand j'étais ambassadeur au Mozambique, j'ai demandé à mon équipe de se rendre à Malawi et ils en sont retournés avec vraiment des évidences, des preuves fantastiques de ce qui marchait bien.
nous avons organisé donc un programme avec le CIP au Mozambique. Nous avons pris la patate douce à chair orange qui pousse au Malawi. Et c'était extraordinaire parce que du point de vue nutritif, cette patate douce a une très grande teneur, en fait. Il est important de travailler avec les gens, la population, parce que les petits exploitants agricoles aussi ont appris de leurs frères, de leurs sœurs au Malawi. Non? Ils ont appris les techniques d'une façon qui nous a aidés à nous tous, en fait, à combattre les changements climatiques. Donc, on doit combattre toujours la famine, on doit contribuer à la nutrition, combattre la malnutrition. Donc, former, éduquer les gens est très important, non? Pour tout ce qui concerne leur santé. Avec les changements climatiques, ce qui est important, c'est d'avoir des cultures résilientes au climat. Et c'est pourquoi notre partenariat avec le CIP est extrêmement important, essentiel pour la résilience climatique, pour une agriculture résiliente au changement climatique. Nous avons travaillé sur des solutions aussi qui incorporent tous ces éléments-là. On vit un moment très critique, en fait, essentiel pour adopter des mesures contre les changements climatiques, contre la malnutrition, comme on l'a dit. Il y a besoin d'être résilient au Covid aussi. La semaine prochaine aussi, on a un sommet de biodiversité. En novembre aussi, on a notre sommet. Tous ces événements-là vont nous demander en fait d'aborder ces sujets-là à un niveau global, mondial plutôt. Pour moi, notre partenariat avec le CIP est une partie très importante de ce que nous pouvons mener à table, non? Et pour juste conclure, je voudrais féliciter Madame Barbara Wells en tant que directrice générale du CIP. Et elle a été nommée aussi directrice générale, non, de l'Organisation mondiale. Alors, c'est un travail qui n'est pas simple. Il y a énormément de défis. Mais vraiment, le travail que vous faites est extraordinaire. On fait face à des défis complexes. Mais le travail du CIP dans une période de transformation des changements est vraiment magnifique, extraordinaire. Donc, au nom de mes collègues dans mon équipe, nous vous félicitons. Vous félicitons le CIP pour cette 50e anniversaire de travail. Et j'espère qu'il y aura plus d'opportunités d'autres partenariats. Je vous remercie énormément pour vos contributions aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois que Barbara est déjà là. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il y a pas mal d'événements à venir, non, avant la fin de l'année. Donc, ça, c'est très important pour le travail du CIP. Merci beaucoup. Donc, encore une fois. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à Barbara Wells. Dr. Wells va présenter ses conclusions finales et peut-être aussi répondre à certains des commentaires que vous avez formulés. Barbara Wells a énormément d'expérience dans la recherche, dans les processus. Elle est experte aussi dans la commercialisation et le développement technique des cultures. Elle est devenue la directrice générale du CIP en 2014 et elle s'est engagée à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs pauvres et pour améliorer aussi la sécurité alimentaire nutritionnelle. Barbara a été nommée la directrice générale de l'innovation technique pour le CIP. Alors, vous êtes la bienvenue, Barbara. Merci, Vivian. Merci, Rory. Merci à tous les intervenants, à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, de rendre cet événement possible. Je voudrais vous remercier, vous tous, pour vos commentaires.
vraiment, on a pu avoir des discussions, pas seulement autour de la célébration de la 50e anniversaire, du 50e anniversaire du CIP, mais Vivian a ouvert la séance dans ces 50 dernières années. Nous avons amélioré de façon collective la vie de millions depuis 2010 seulement. Nous, avec nos partenariats, avons atteint plus de 5 millions de foyers en Afrique. Nous avons contribué à un régime alimentaire plus diversifié, nous avons eu des moyens de subsistance plus durables. Chaque dollar a signifié en fait de revenus. Chaque dollar investi, tous les 10 dollars investis ont généré un revenu. On a pu améliorer la santé des millions d'enfants de moins de 5 ans, notamment. Ce n'est pas d'exagérer de dire que vraiment l'impact en Afrique est clé pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle partout dans le monde. Mais ce ne sont pas seulement nos réussites à nous, comme on l'a entendu cette matinée avec beaucoup d'autres partenaires. Notre travail, en fait, est mené avec d'autres partenaires, pas seulement du côté de la culture, mais aussi du côté de la nutrition, de la santé, de l'éducation, le secteur privé et d'autres secteurs. Ces contributions ont été essentielles pour la technologie, pour l'innovation. Nous avons aussi le rôle très important du CGIAR. Notre 50e anniversaire est une opportunité pour continuer à mobiliser nos parties prenantes au Malawi et ailleurs. La patate douce, la pomme de terre vont continuer à être essentiels, des composants essentiels pour cette transformation. Et je voudrais dire que la pomme de terre, la patate douce et d'autres racines, d'autres tubercules et la banane aussi, que ce soit que ce soit pour diversifier les systèmes agroalimentaires, pour qu'ils soient davantage durables, ou pour répondre à un besoin urgent en cas de catastrophe, comme les panélistes l'ont dit. Ces cultures-là sont indispensables pour aider les moyens de subsistance des communautés qui sont vulnérables partout dans le monde. Malawi est un exemple extraordinaire de que au fur et à mesure qu'on développait le One CGIR, nous avons pu travailler ensemble pour mener toutes ces technologies avec nos partenaires pour qu'il y ait des interventions inter- ou multisectorielles pour ajouter ou pour donner une valeur ajoutée au processus, aux produits. Les agriculteurs ont la possibilité maintenant de produire, de pousser ces cultures-là. Il peut y avoir une transformation en termes du système alimentaire, du système aussi hydrique. Nous avons nos objectifs, nous devons reconnaître le défi que pose le contexte actuel. Et au lieu d'un signal d'alerte, peut-être, on pourrait se dire que si le système est géré autrement, ça peut représenter la fondation pour améliorer l'égalité des genres, pour apporter des solutions résistantes ou résilientes face au changement climatique. Le One CGIAR, vraiment, c'est très important. Je voudrais aborder quelques secteurs d'action de façon individuelle. Une des aires d'action dans ces One CGIAR, c'est la sécurité alimentaire, nutritionnelle. Ces cultures-là fournissent plus de 50% de la consommation calorique par jour et par habitant pour des millions de personnes qui vivent dans les pays les moins développés. En vitamine A est très importante aussi. Nous avons à peu près 7 millions de foyers, pour la plupart avec des jeunes, qu'on peut atteindre en 2010. En 2020, l'intervention humanitaire dans 6 pays africains et asiens, on a pu atteindre
300 000 consommateurs, dont beaucoup étaient des enfants, en fait. Donc, ce sont des cultures qui ont énormément, un pourcentage très élevé de fer, de zinc, de vitamine A. Donc, on améliorer les cultures, mais aussi y inclure des patates douces biofortifiées. On travaille aussi, on aborde la réduction de la pauvreté, le partenariat avec le secteur humanitaire, le secteur privé aussi offre de nouvelles possibilités de travailler avec des partenaires nationaux des agences humanitaires à travers, par le biais, par exemple, du PAM, du Programme alimentaire mondial. Il y a des millions de foyers d'agriculteurs qui ont reçu des produits fortifiés. On parle d'investissement de plus de 20 millions de dollars. On a produit des millions de dollars en termes d'aliments nutritifs aussi. Donc, la purée de patates douces biofortifiées aussi est un ingrédient très riche, en fait. Nous pouvons ainsi offrir du pain plus nutritif. Au Kenya, par exemple, où les ventes annuelles ont surpassé le million de dollars. Donc, un partenaire très important, c'est la Banque africaine de développement, qui nous a aidés à pouvoir mettre à l'échelle toutes ces activités-là. On a une stratégie de recherche 2030 qui aborde l'égalité des sexes et l'inclusion aussi. Tous les intervenants ont parlé de l'importance de ces cultures dans l'égalité des genres, des sexes. Ce sont des produits qui sont poussés aussi pour la consommation au foyer. Ça peut être géré par les femmes, par les jeunes. Et il faut donc améliorer ou accroître leur participation et leur accès aux possibilités commerciales. L'adaptation climatique, les serres aussi, c'est un secteur où on a eu beaucoup d'impact. Et ici, les racines, les tubercules, les bananes jouent un rôle essentiel. Donc, ce sont des produits préférés par les agriculteurs et par les consommateurs eux-mêmes. Ce sont des produits qui peuvent pousser avec les céréales aussi, avec des intrants, avec pas beaucoup d'intrants en fait. Et dans plusieurs cas, pour la patate douce, les pommes de terre, ces cas sont les produits qui sont accessibles pendant les périodes de famine en fait. Et ce sont des cultures qui ont des teneurs en termes de vitamines, de nutriments très importantes. En termes de biodiversité, vu l'impact des catastrophes naturelles n'est pas prévisible en fait, et cela peut poser des menaces plus importantes, nous restons attentifs en fait, parce que nous avons plus de 18 000 types de patates, de pommes de terre, de patates douces dans notre gene bank. Victoria a généré à peu près 1 milliard de dollars entre 91 et 2017. C'est des informations qu'on partage avec des producteurs de partout dans le monde pour qu'ils sachent quelles variétés ils peuvent produire, peuvent pousser aussi. Alors, mon nouveau rôle en tant que directeur mondial pour l'innovation génétique, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous. Je suis très enthousiaste parce qu'il y a un travail pas seulement de production, mais aussi nous avons la participation de tous les centres de production de CGIAR pour les 50 années à venir, pour les prochaines années à venir, pardon. Nous avons besoin de produire le matériel génétique, mais ce matériel-là doit atteindre les marchés. Donc, notre objectif avec cette innovation génétique serait
accroître la productivité de 1,1% par an et aussi d'augmenter une rotation des variétés de d'ici 15 ans ou moins. Mais cela représente aussi qu'il y a besoin d'avoir, de se centrer vraiment, de centrer notre travail sur l'intelligence commerciale. Et ce sont des qui sont déjà dans les packs d'innovation dont on dispose. Donc, cela représente des très bonnes opportunités. Continuer notre travail avec les partenaires sur tous les continents africains. Donc, je voudrais remercier encore une fois nos panélistes. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui ont participé. Notre travail au Malawi continue à nous inspirer et à inspirer tout le monde, pas seulement en Afrique, mais ailleurs. J'espère que les débats aujourd'hui pourront renforcer davantage nos partenariats pour générer de l'heure la sécurité alimentaire pour les petits exploitants agricoles et pour toutes les communautés partout dans le monde. Et Rory, merci beaucoup pour ton soutien pendant de très longues années déjà. Tu nous as aidé à mettre à l'échelle tous ces impacts positifs du CIP. Viviane, merci beaucoup. Merci, Barbara. Bon, je n'ai rien d'autre à ajouter. Juste vous remercier. C'était une clôture magnifique. Donc, chers collègues, le futur est orange, j'allais dire. Le futur est vert. Et nous sommes très contents dans cette transition vers le One CGIAR. Nous avons eu la participation de nos donateurs, les instituts de recherche, tous les collègues du CIP. Merci à vous tous, à tous ceux qui ont travaillé avec nous dans les années précédentes. Nous apprécions énormément votre présence ici aujourd'hui et vos contributions. Donc voilà, je vous souhaite un très, très bon 50e anniversaire. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée ou soirée, où que vous soyez. Merci.